Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un point global sur le viager, c'est-à-dire faire une introduction, voir ensemble un peu tous les concepts importants à savoir sur le viager immobilier. Donc là, c'est la première vidéo en fait que je vous présente. Moi, mon idée, c'est d'utiliser comme ça un tableau blanc. Je pense que c'est plus convivial, plus sympa. Ça nous permet, voilà, de pouvoir faire plein de petits dessins comme ça, sympathiques, plein de petits dessins. Hop là, voilà. De pouvoir switcher, passer plus rapidement sur les slides. Et je pense que voilà, ça reste plus sympa, je trouve. Donc on commence tout de suite, hein. Je vous propose de commencer d'abord par la définition du viager. L'introduction déjà. Je vais comparer le viager tout d'abord avec une transaction immobilière classique. Alors une transaction immobilière classique, qu'est-ce qu'on a? On a d'une part un acheteur et d'autre part un vendeur. L'acheteur, lui, va donc payer le bien, la valeur du bien, il va le payer comptant. Alors quand on dit comptant, je vais faire, hop. Quand on dit comptant, c'est-à-dire euh, il peut, pourquoi pas, faire appel à une banque, mais au niveau de l'acte authentique, c'est indiqué que cette personne va payer, si vous voulez, comptant au vendeur la somme qui est demandée. Et après, ce sera à lui, à l'acheteur, s'il le veut, de faire appel à un crédit immobilier comme c'est fait couramment. Et après, il devra rembourser voilà, des mensualités tous les mois à sa banque. Et en contrepartie, le vendeur, lui, il va lui céder son bien immobilier. Donc ça, c'est le cas, c'est le schéma le plus classique. Voilà. Lorsqu'on compare donc, ce schéma-là avec celui du viager, donc on a toujours un acheteur, on a un vendeur. Petite parenthèse sur le nom de l'acheteur et du vendeur dans le cas d'un viager. L'acheteur, il est appelé débit rentier et le vendeur est appelé crédit rentier. Alors, lorsque j'échange des fois avec des lecteurs, des abonnés, voilà, je remarque en fait une chose, c'est que ça peut arriver que les personnes se trompent. Alors moi, petit, moyen mémotechnique, davantage utile pour les gens qui ont des petites notions en comptabilité, on s'aperçoit qu'il y a deux mots en fait. On a rentier, débit, crédit et rentier. Rentier, c'est pour la rente, parce que il y a un paiement de rente, et débit parce que on va avoir un acheteur qui a une position débitrice, il a une dette, débit dette, et crédit rentier, il a une créance. Voilà, crédit créance. Donc, hop, l'acheteur, il a une dette envers quelqu'un, c'est-à-dire le vendeur, et la créance, le vendeur, pardon, a une créance. Donc, fermeture, je ferme la parenthèse. Dans le même cas, exactement de la même manière que dans l'achat classique, le vendeur va céder à l'acheteur son bien immobilier. Petite subtilité, c'est possible que même dans la majorité des cas, le vendeur va rester dans le bien, mais il y a bien, si vous voulez, d'un point de vue officiel, il y a bien une cession du bien immobilier, il y a une publication au service foncier, enfin c'est voilà, l'acheteur et le jour de la vente, il est propriétaire du bien immobilier. Et en échange, lui, l'acheteur, il va faire deux choses. Première chose, il va payer le jour de la vente un montant, hop, qui s'appelle, en fait, qui porte un nom, ça s'appelle le bouquet. C'est un montant, une somme d'argent qui est définie avec le vendeur. Deuxième chose, il va payer hop, plein de petites rentes pendant toute la vie du vendeur. Il va payer des rentes. Voilà, donc un premier, il va payer un bouquet et après, il va payer plein de rentes. Voilà, pendant toute la vie du vendeur. Et le jour où le vendeur décède, eh bien, l'acheteur n'est plus tenu de payer les rentes et il peut rentrer dans la pleine possession du bien immobilier. Maintenant, faut que vous sachiez une chose, c'est qu'il n'existe pas qu'un seul type de viager. Il existe pas mal de viagers différents. Et les deux les plus classiques, ça va être déjà le plus classique, ça va être le viager, ce qu'on appelle le viager occupé. Et la deuxième chose, c'est le viager libre. Alors, pour bien expliquer,
Le viager occupé, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est un viager où on va avoir un vendeur. Je dessine pas très bien, je pense. Vous l'avez vu depuis le début de cette vidéo. Un vendeur qui va rester dans le bien immobilier. Et on a un deuxième type de viager qui est un viager libre où le vendeur, lui, ne va pas rester dans le bien. Il va, hop là, il va partir. Tuc, tuc, hop, il part. Donc c'est deux choses, c'est deux types de viagers qui sont différents, qui ont des avantages et des inconvénients. Bon, on le voit rapidement, hein, l'avantage du viager libre, c'est que puisque le vendeur n'est pas dedans, bah, si la personne qui achète en fait le débit rentier, il va pouvoir l'acheter par exemple pour sa résidence principale, parce que vu que le bien est libre, il peut directement entrer dedans. L'avantage en fait, on va dire l'avantage principal des viagers occupés, c'est que enfin, voilà, c'est dans un but, on va dire, d'investissement pur en fait, parce que l'acheteur ne pourra pas faire autre chose, enfin ne pourra rien faire du bien en fait finalement, c'est le vendeur qui est dedans, qui jusqu'à son décès. Donc c'est uniquement dans un but d'investissement. Petite précision en fait, j'ai pas quantifié forcément la répartition, c'est ça que j'ai dit, c'est deux principaux types de viagers. Le viager occupé sur le marché du viager, sur les viagers qui sont en vente, ça représente à peu près 95% des biens qui sont en vente. Le viager libre, bah, du coup, c'est 5%. Donc on voit quand même qu'il y a une large domination des viagers, quand même, des viagers occupés. Les viagers libres sont beaucoup plus rares, hein. Hop là, donc du coup, moi, ce que je propose maintenant de voir, c'est, je vais me focaliser un peu plus sur la valorisation des biens, parce que c'est vrai qu'on a vu d'une part un viager libre qui était vide, où il y avait personne dedans, et puis on a vu un viager occupé où il y avait le vendeur dedans. Et du coup, on pourrait se dire, bah pourquoi pas directement acheter un viager libre s'il y a personne dedans, c'est beaucoup plus avantageux. En fait, ce qui se passe sur la valeur du viager occupé, on va avoir ce qu'on appelle une décote. C'est une décote. Pourquoi une décote? Parce qu'il va y avoir le vendeur qui va rester dedans. Et puisqu'il reste dedans, on va venir abattre la valeur du bien immobilier. Exemple. Je vais prendre l'exemple d'une valeur vénale. La valeur vénale, c'est-à-dire la valeur qui peut être voilà, estimée par un agent immobilier du bien. Par exemple, je vais prendre un bien qui est valorisé 200 000 euros. On va avoir par exemple un DUH qui va lui va dépendre en fait si vous voulez de pas mal de choses. On a voilà qui peut dépendre de la rentabilité du bien, de l'âge bien sûr du vendeur, de son sexe, etc. Enfin c'est pas le sujet, je vais pas forcément entrer dedans. Ça fera l'objet d'une autre vidéo plus tard, on verra ça ensemble, mais c'est pas le but aujourd'hui. Donc du coup, on peut dire par exemple qu'on va prendre un droit d'usage et d'habitation de l'ordre de par exemple 50 000 euros. En fait, ce droit d'usage et d'habitation, on peut le voir comment? On peut le voir comme étant la somme des loyers futurs. Bien oui, en fait, parce que vous l'acheteur en fait va acquérir un bien euh, avec entre guillemets un locataire dedans, c'est-à-dire le vendeur qui va rester dedans. Et en fait, le droit d'usage et d'habitation, on va venir abattre dès le moment où on va acheter le bien immobilier, on va venir diminuer la valeur en fait de transaction. Et ce DUH en fait va correspondre au droit d'occupation, c'est-à-dire à la somme des loyers futurs. Grosso modo, c'est ça l'idée. Et donc du coup, grâce à ce petit mécanisme, eh bien l'acheteur, lui, il va acheter un bien immobilier 150 000 euros. Alors que, comme vous pouvez le voir, il va acheter 150 000 euros un bien qui en vaut aujourd'hui 200 000. C'est ça en fait l'intérêt du viager occupé. C'est de pouvoir acheter un bien immobilier aujourd'hui bien moins cher que sa valeur actuelle. Sauf que bien sûr, bah, il n'y a pas de magie, hein, je veux dire, c'est pas un cadeau qui est fait, hein. L'acheteur, il ne pourra pas occuper le bien, donc forcément, il a une contrainte qui est importante. En face, il va avoir un avantage financier, bien entendu. Et à côté de ça, on va avoir en fait le viager libre. Comment il se valorise en fait le viager libre? Bah, comme on l'a vu en fait, il y a dans le viager libre, le vendeur ça va être souvent, en fait, le vendeur va mettre en vente, très souvent, c'est un bien type,
dans les grandes villes, un bien qui est proche de la mer, pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il s'agit souvent des résidences secondaires, c'est-à-dire soit un pied-à-terre par exemple à Paris, ou soit la résidence de vacances à Nice par exemple. Ce qui fait, bon, que c'est un petit peu peut-être plus embêtant parce que déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, alors en plus ils vont pas être enfin, voilà, dans des endroits très localisés en France, donc c'est un peu compliqué, c'est vrai, pour l'acheteur de pouvoir acheter un bien, surtout s'il veut en faire sa résidence principale. Ce sera le principal inconvénient. Mais au-delà de ça, en fait, au niveau de sa valorisation, puisque c'était un peu le sujet, en fait, c'était comment on valorise un viager libre, puisque le vendeur n'est pas dedans, bah en fait, la valeur de transaction, ça va être ce que j'appelais VT, c'est tout simplement la valeur vénale, c'est-à-dire la valeur de marché, en fait, du bien, hein, sa valeur qu'il a aujourd'hui. Quel prix, en fait, faudrait dépenser pour pouvoir l'acheter dans un cadre classique, en fait, de transaction. Donc voilà. Donc si je reprends bah, l'exemple de tout à l'heure, en fait, tout simplement, le bien immobilier valait 200 000 euros, et ben du coup l'acheteur devra acheter 200 000 euros, après il répartira de la manière comme il veut, peut-être je sais pas, 50 000 euros de bouquet et 150 000 euros qui sera transformé en rente, peu importe, mais en tout cas il devra régler 200 000 euros pour un bien qui vaut 200 000 euros. Donc je vais maintenant, je vais rentrer un petit peu plus en détail sur cette façon en fait de calculer les rentes. Parce que là, en fait, tout à l'heure, j'avais pris par exemple l'exemple, si je reviens au viager occupé, parce que c'est le cas, on va dire, le plus courant. On avait un bien qui valait 200 000 euros. On a dit, on a un DUH, valeur vénale, 200 000 euros, un DUH qui vaut 50 000 euros. Par différence, c'est la valeur en fait du coût d'acquisition, par différence, on obtenait 150 000 euros. Alors maintenant, cette somme de 150 000 euros, elle va être éclatée en deux. Il va y avoir une première partie en fait qui va partir dans le bouquet, donc ce sera la somme payée au moment de la vente, et une autre partie qui va être transformée en rente, on l'appelle le montant à renter. Bon, on est dans le cas d'un exemple, hein, donc on va dire que l'acheteur, lui, va régler par exemple 50 000 euros le jour de la vente, donc le montant à renter, il va être de 100 000 euros. Donc le jour de la vente, on règle 50 000 euros, et on va devoir maintenant transformer 100 000 euros en rente. Alors, comment on fait? Alors pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un barème viager. Alors le barème viager, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un coefficient qu'on va appliquer à ce montant à renter, qui était de 100 000 euros tout à l'heure, et qui va nous permettre en fait de convertir ce capital en rente. Alors les barèmes viagers se basent sur pas mal de choses, enfin plusieurs choses. Ça peut être par exemple l'âge, le sexe, ou d'autres choses s'il est plus complexe que ça le barème. Mais classiquement ça va être plutôt l'âge et le sexe. Un barème très connu qui est souvent utilisé, c'est le barème d'Aubry. Je pense peut-être vous le connaissez probablement si vous êtes déjà intéressé au viager. Et si je reprends mon exemple en fait avec mon montant à renter de 100 000 euros, si par exemple on a une personne, je sais pas, un homme 75 ans, un homme de 75 ans, alors je n'ai pas trop d'idées, mais j'imagine qu'on devrait avoir, à mon avis, un coefficient viager de l'ordre de allez, 15 ans, peut-être à peu près. Pour faire le calcul, en fait, on prendra les 100 000 euros et on le divisera par le coefficient viager, donc un coefficient viager ici annuel, fois 12, et on obtiendra la rente. Alors moi je suis pas très bon en calcul mental, j'ai pas trop envie de calculer. Si vous avez une calculette, pas de souci, je pense que vous pourrez calculer rapidement cette somme. Bon après ça reste un exemple. Mais voilà. Voilà l'idée pour calculer une rente viagère. Alors, je pense qu'on a fait à peu près le tour hein, sur le viager, sur vraiment les concepts à savoir, comment ça fonctionne, comment ça fonctionne par rapport à une vente classique, et quels sont les différents types de viagers, comment on fait les calculs un petit peu, les calculs vraiment de base. J'aime bien en fait cette idée en fait de pouvoir faire des vidéos et de pouvoir les partager, donc je pense en faire prochainement d'autres. Donc moi ce que je peux vous conseiller dans un premier temps déjà c'est de vous abonner. Vous avez
hop là, je dessine toujours aussi bien, vous l'avez vu. Vous avez un petit bouton, hop, je pense que c'est comme ça à peu près. Vous avez un petit bouton soit ici, enfin bref, soit en bas, qui permet de vous abonner lorsque vous cliquez dessus. Tac, bon, ça, c'est une petite main, vous savez, quand on clique, c'est pas très bien fait, mais voilà l'idée. Donc moi je vous dis bah, à la prochaine vidéo, on se retrouve bientôt. Allez, salut!